Avant que Valérie Auribeau ne me rejoigne pour cette page environnement, je vous propose tout d'abord d'en savoir plus sur le premier restaurant universitaire écolo de France. Cela se passe sur le campus de l'UFR des Sciences à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Les déchets alimentaires servent à produire du compost ensuite réparti sur les espaces verts de la commune de Versailles. À vos marques, prêts, compostez. Inauguration du premier restaurant universitaire écolo de France sur le campus des Sciences à Versailles. À la fin de leur repas, les 700 étudiants et personnels trient désormais leur reste de nourriture dans des bacs spécifiques. Des bacs vidés quotidiennement pour alimenter les conteneurs à compostage derrière le restaurant Les États-Unis. Pour accélérer la fermentation, les résidus alimentaires sont recouverts de déchets verts fournis par le service technique de la ville, comme le bois issu de l'élagage et les tontes de gazon. Donc ça, c'est le bac qui sert justement à récupérer tout ce broyat et tous ces déchets verts. Et puis vous avez dans celui-là, c'est le bac principal dans lequel chaque jour, au quotidien, les agents techniques du site apportent les déchets alimentaires qu'ils recouvrent des broyats qui sont juste à côté. Les biodéchets transformés en compost à pré-fermentation serviront d'engrais naturels pour les espaces verts du campus scientifique et pour les massifs arbustifs et fleuris de Versailles. Avec 22 000 € de budget financé par l'ADEME, le Crous, la région et la fondation partenariale Fondaterra, ce projet pilote d'Écorue entend donner l'exemple. La question de déploiement du tri et du compostage, c'est effectivement, on le voit bien, une démarche collective. Donc la nécessité finalement d'aller un petit peu plus loin dans l'écosystème sur le territoire et être capable de mettre en place ce type de projet. Chaque année, 10 tonnes de déchets alimentaires sont produites par les 137 000 repas servis à l'UFR Sciences de Versailles. Bonsoir Valérie, vous avez choisi de nous parler d'agriculture biologique ce soir. On va s'intéresser à ce sujet. On va voir que dans les assiettes, il n'y a pas que de la viande de cheval ou des OGM par voilà, exemple. Absolument. Voilà. L'hiver touchant à sa fin, nous allons bientôt nous réapproprier nos espaces verts et nos potagers. Et donc pour en parler avec nous, Jérôme Véronique, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes donc maraîcher bio et vous prodiguez vos conseils auprès des particuliers dont vous entretenez les jardins. Quels sont vos domaines de compétences? Parce que vous intervenez sur les jardins, vous les formez? Alors, tout d'abord, j'interviens sur le jardin. Je propose une création, un entretien. Pour les personnes qui le souhaitent, je leur propose une formation sur le terrain. Donc, en fait, je vais passer 2 fois par mois. Et puis, à chaque fois, je les forme. Donc, c'est vraiment... je les forme à planter, je les forme à désherber, à bien tenir une binette, je les forme à soigner. Sans pesticides, voilà. Oui, tous mes produits de traitement sont soit des produits bio du marché, soit des produits à base de plantes, des tisanes, des décoctions, des purins, sur une gamme de plantes qu'on connaît tous. Ça va être de l'amande poivrée, ça va être de l'ortie, voilà, ça va être tout ça. Ça, c'est le premier volet. Ouais. Oui, parce que vous apprenez aussi à gérer les plantes au niveau de la cosmétique. Comment ça se passe? En fait, voilà, je propose surtout aux femmes, c'est les femmes qui sont intéressées par ça. Je leur propose avec les plantes du jardin, faire des cosmétiques. Alors comment ça se passe? Ça peut être des huiles, c'est-à-dire qu'on va faire un petit champ de 10 mètres carrés d'huile, de lin par exemple. On va laisser le lin aller à maturité, on va prendre les graines et puis on va les broyer pour en extraire l'huile. Ça va être aussi, par exemple, des baumes, des shampoings qui vont être faits à partir des produits du jardin. Voilà. Alors, tout à l'heure, nous allons voir les dentifrices et savons. C'est un autre volet qui n'a rien à voir. Donc, je ne sais pas encore. Voilà. Donc, vous intervenez principalement et surtout sur les jardins actuellement, même s'ils sont actuellement au repos, l'hiver n'est pas terminé. Donc, à partir de quel moment on peut commencer à retravailler nos jardins et nos potagers? À partir du mois de mars. Voilà, c'est que là que le soleil commence un petit peu à donner un petit peu de chaleur à la terre, à réchauffer la terre, à la sécher un petit peu. Donc là, on va pouvoir passer le motoculteur, travailler le sol. Et puis au mois d'avril, on va planter. Enfin, ça commence dès le 15 mars. On va pouvoir commencer à planter les premiers légumes. Et puis tout s'enchaîne. Avril, mai, juin, la température augmente. Et puis là, on voit les légumes qui poussent. D'accord. Pour autant, on peut dès lors planter des choses en prévision de l'hiver, justement. L'hiver, le jardin n'est pas mort pour autant. On commence à planter
planter dès septembre, c'est ça, pour les salades? Voilà, alors on peut planter jusqu'au mois de septembre, jusqu'à fin septembre. Et pour les clients qui le souhaitent, j'installe en fait des mini-tunnels, ce qu'on appelle des tunnels nantais, donc des mini-serres, qui permettent d'avoir des légumes qui poussent un peu mieux en hiver. Voilà, qui passent l'hiver et qui continuent à pousser. Quels sont ces légumes, justement? Alors au mois de septembre, on va être surtout sur des légumes feuilles, des légumes verts, c'est-à-dire ça va être de la mâche, du pourpier, du cresson. On va aller sur des radis aussi. Donc voilà, de la moutarde japonaise. Alors on les voit hein, à l'image. Voilà, donc ça c'est un tunnel nantais. Voilà. Et donc voilà, là on a des choux pointus qui vont commencer à pousser. Ils ont passé l'hiver sous le tunnel. Là on a du pourpier aussi, là qui pousse bien sous le tunnel nantais. Alors, vous êtes très sollicité en ce moment par rapport justement à toutes ces polémiques qu'il peut y avoir autour de la nourriture, autour de ce qu'on trouve dans nos assiettes, qui forcément quelquefois on peut quand même légitimement s'inquiéter. Aujourd'hui il y a un vrai retour à la terre, concret, les gens veulent faire pousser les choses, savoir ce qu'ils mangent. Je pense que oui, il y a un réel retour à la terre, il y a une envie surtout voilà, dans notre monde urbain et très matérialiste. On a envie de se poser un petit peu plus dans son jardin et d'en profiter réellement et d'être acteur de son jardin d'une certaine manière. C'est-à-dire que voilà, on va faire pousser des légumes soi-même, on va les consommer. Alors déjà, il y a beaucoup plus de vitamines dans les légumes qu'on consomme, qu'on fait pousser dans son jardin. Et puis aussi tout le volet plantes aromatiques et médicinales, même si on ne les transforme pas en cosmétiques, ça va nous permettre, ça va permettre en tout cas assez particulier, quand ils vont se balader dans le jardin, d'avoir des odeurs, d'avoir quelque chose d'agréable aussi esthétiquement. Et ça veut dire que quand on a un balcon, on est condamné. On n'aura pas de vitamines dans nos légumes, on ne peut rien faire. Mais si, non, vous pouvez mettre des plantes aromatiques dans des pots. On peut faire des choses sur le balcon. Voilà un message à faire passer, quand même en ville. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément un jardin, donc on peut tout de même réaliser quelque chose. Voilà, il ne faut pas être dans un endroit trop passant, parce que bon, après le pot d'échappement des voitures, ça monte un petit peu, puis ça se dépose sur les plantes et c'est du coup assez nocif. Alors donc on va revenir sur ces tunnels nantais qu'on a vu tout à l'heure à l'image, qui protègent du froid et du gel. Alors l'hiver, ça va protéger du gel, donc ça permet aux plantes d'avoir un meilleur développement. Et puis aussi, on s'en sert l'été. L'été, dans ces petits tunnels, on va faire courir des concombres, des courgettes, on va planter des aubergines, des pieds de tomates. Donc voilà, pour tout ce qui est légumes d'été, ça sert aussi. D'accord, très bien. Alors justement, ces légumes d'été, à partir de quand on peut les planter ? Alors, en gros... Chaque saison... En gros, 90% des légumes se plantent du mois de mars au mois de juin. Voilà. Après, ça pousse et après, on récolte. Légumes et fruits, oui, voilà. Ouais. Légumes, fraises, petits fruits, tout ça, ça se plante dans cette période-là. Les petits fruits, ça peut se planter à l'automne, ça peut se planter aussi dès maintenant, dès le mois de février. Est-ce qu'il y a des associations qu'on ne peut pas faire de plantes à côté de fruits ou de légumes ? Oui, mais je ne m'arrête pas là-dessus. Les choses auxquelles je fais attention, ça va être surtout faire attention à ne pas mettre un pied de tomate devant une petite salade qui va lui donner de l'ombre. D'accord. Voilà. Et qui va l'empêcher de pousser correctement. Ça prend énormément de temps de faire tout ça, beaucoup d'entretien aussi pour les gens qui veulent vraiment s'y impliquer. Pas si on contrôle techniquement le jardin. Voilà, n'importe qui ne peut pas se lancer, il faut quand même un minimum de connaissances. Voilà, si on se lance tout seul, c'est vrai que c'est facile de faire ça dans son jardin, ça peut être un petit passe-temps sympa, mais si on se lance dans un potager par exemple de 100 mètres carrés, on va vite être envahi par les mauvaises herbes, ça va devenir une contrainte, c'est vraiment pas l'objectif. Il faut la bonne méthode, les bons gestes, les bons outils. Voilà, et il y a vraiment des méthodes qu'on ne peut pas apprendre tout seul. Il faut que ça soit montré. Il y a une gestuelle aussi, pas se fatiguer, pas se faire mal au dos. Donc si on a tout ça, ça devient très simple et ça devient un plaisir. Donc c'est ça que j'essaye de donner aux gens, quoi, le plaisir de jardiner, quoi. Et une bonne connaissance de sa terre aussi, car toutes les terres ne sont pas identiques selon les endroits où on se trouve. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, il y a des terres qui sont argileuses, des terres qui sont sableuses, il y a des terres qui sont hydromorphes, c'est-à-dire qui sont très humides et donc qui peuvent poser problème. Donc là, on va conseiller le client sur comment appréhender sa terre et apprendre aussi à observer. C'est très important. L'observation, c'est la base de tout dans le jardinage, que ce soit pour le désherbage, pour soigner les plantes, pour connaître sa terre. D'accord. Et donc, selon la terre que l'on possède, on ne peut pas, la qualité de la terre, qu'elle soit humide ou sèche, on ne peut pas planter telle ou telle chose ou... Généralement, on peut tout planter à partir du moment où il y a du soleil, on peut tout planter. Maintenant, en fonction de sa terre, il faudra faire attention.
À partir du moment où on sait que sa terre est très humide, on s'adapte. D'accord. Et donc, vous intervenez sur quelle situation géographique principalement? Sud-Île-de-France notamment. 78, 91, 92. D'accord. Et très quel bien. tarif alors? Quel tarif, oui, Ça vaut cher pour les particuliers? Le tarif est au mètre carré, plus c'est grand, moins c'est cher. Voilà, c'est un Voilà. bon ratio. On n'en saura pas plus. Donc, Il y a un équilibre tout de même. Après, vraiment, c'est comme chaque jardin est différent, il faut vraiment que je rencontre le client, qu'on aille sur le jardin et qu'on discute. Et puis là, je peux établir un tarif un peu plus précis. Et donc, pour tout savoir, il suffit d'aller sur votre blog coachpotager.unblog.fr. Tout à fait. Un prix, une fourchette? Non, j'insiste tout de même pour savoir grosso modo ce que ça peut coûter. Grosso modo, c'est entre 18 € et 32 € le mètre carré. En fonction des réalisations et des différents conseils dont vous aurez besoin. Voilà, Merci pour ces précisions. Merci beaucoup. Valérie, Merci. on enchaîne donc avec un reportage dédié à cet atelier pour réaliser savon et dentifrice. Oui, alors tout à l'heure, on parlait tout à l'heure. des shampoings. Voilà. Pour les éco-consommateurs qui souhaitent fabriquer eux-mêmes leurs savons et dentifrices à la maison, les petits débrouillards intervenaient lors d'un atelier à la Maison de l'Environnement. Regardez. On prend soit de l'eau distillée, soit de l'eau minérale pour fabriquer. De l'eau, mais pour fabriquer quoi? À la Maison de l'Environnement de Manille et Hameaux, ces chimistes en herbe apprennent à fabriquer du dentifrice maison. Un dentifrice 100% naturel. Et contrairement aux idées reçues, c'est un jeu d'enfant. 2 cuillères à soupe d'argile blanche, 1 cuillère à café de bicarbonate, 2 cuillères à café d'eau et pour le goût, quelques gouttes d'huiles essentielles. Ça devient bizarre pour laver les mains. Apparemment, tout le monde n'est pas encore au point, mais à l'arrivée, on doit obtenir 7 pâtes blanches. Un atelier ludique proposé par l'association Petits Débrouillards pour inciter les enfants et leurs parents à utiliser moins de produits chimiques. Il n'y a pas de conservateur, c'est très respectueux de l'environnement. Donc on intervient sur le principe de la chimie verte, la chimie donc qui n'emploie pas de produits toxiques. Un moyen également de payer jusqu'à 5 fois moins cher son dentifrice selon l'association. Alors, la chimie verte a-t-elle convaincu aujourd'hui? Oui, je le referai parce que ça m'a vraiment beaucoup plu. Et pour ceux qui voudraient tenter la recette, ce dentifrice se conserve 2 semaines au réfrigérateur. Et pour conclure cette chronique de l'environnement, on passe à l'agenda. Oui, tout à fait, avec une conférence animée par Jacques Tétard à la Maison de l'Environnement le 21 février à 20h30, qui présentera donc son nouveau livre « À qui profitent les OGM ». Voilà, pour tous les renseignements pratiques. Voilà, tout à fait. Ensuite, une autre exposition à Vélizy, cette fois-ci du jeudi au 21 au 28 février, une exposition intitulée « Ville biomimétique, ville de demain ». C'est-à-dire une ville qui recycle tout, qui fonctionne aux énergies renouvelables, développe la diversité, utilise les richesses locales et puise sa créativité dans les limites qui lui sont imposées. Bref, une ville qui s'inspire de la nature. Merci Valérie, rendez-vous mardi prochain, même heure pour de nouvelles informations autour de l'environnement. Le mécénat, un soutien financier, humain ou matériel à une personne ou un établissement public afin de rénover par exemple son patrimoine. Nous allons en parler avec l'exemple de l'Opéra Royal à Versailles.